Le stylo, une merveille en or blanc d'une valeur de 50 000 €, flottait à quelques millimètres du contrat. D'une seule signature, Cheikh Khaled Al Maktoum engagerait 200 millions d'euros dans un projet révolutionnaire. De l'autre côté de la table, le PDG, Julien Vasseur, affichait un sourire de prédateur. L'affaire était conclue. Mais dans un coin, une serveuse nommée Éléonore, invisible aux yeux des hommes de pouvoir, sentit son sang se glacer. Elle aperçut une seule ligne de calligraphie arabe, et un secret qu'elle avait caché pendant des années remonta à la surface en hurlant. Elle n'avait qu'une seule chance d'arrêter une catastrophe. Mais que pouvait bien faire une simple serveuse? Le restaurant La Couronne de l'Hôtel du Lac à Genève était un temple du silence, seulement rompu par le murmure sanctifié de l'argent et le tintement discret de l'argenterie sur la porcelaine. Pour Éléonore Rostand, c'était une prison de tapis beige et de symphonies fantômes. À 24 ans, la vie d'Éléonore était une étude en énergie potentielle. Elle possédait un esprit capable de conjuguer des verbes anciens dans des langues mortes et un curriculum vitae qui incluait une bourse complète pour un prestigieux programme de linguistique à la Sorbonne. Mais l'énergie potentielle, avait-elle appris, ne paie pas les factures. La maladie soudaine de son père et la montagne de dettes médicales qui s'ensuivit avaient brisé son orbite académique, la ramenant sur Terre avec la gravité écrasante de l'industrie des services. Désormais, au lieu de déconstruire les arbres linguistiques sémitiques, elle déconstruisait les plans de table. Son français parfait, sans le moindre accent, était dépensé en « bien sûr »,« monsieur » et « tout de suite »,« madame », et son intellect vif était consacré à se souvenir quel milliardaire préférait son expresso avec un zeste de citron, et lequel l'aurait fait renvoyer pour une telle audace. Aujourd'hui, la tension dans la salle à manger privée était si épaisse qu'elle aurait pu la couper avec l'un des couteaux à poisson de cérémonie du restaurant. La table était occupée par deux forces opposées. D'un côté, Julien Vasseur. Il était le prototype de la richesse du nouveau millénaire. Un costume d'une décontraction douloureuse et coûteuse, une coupe de cheveux de gourou de la tech, et un sourire si blanc qu'il semblait émettre sa propre lumière. Il était le fondateur et PDG d'Aquagenesis, une entreprise promettant de résoudre la crise mondiale de l'eau. Il parlait avec la confiance facile et assurée d'un homme qui n'avait jamais, pas une seule fois dans sa vie, vérifié son solde bancaire avant de commander le dîner. De l'autre côté se trouvait le véritable centre de gravité, Cheikh Khaled Ben Rachid Al Maktoum. Il n'était pas un homme de gestes bruyants. Sa richesse ne résidait pas dans son costume, un simple vêtement bleu foncé impeccablement taillé, mais dans l'aura qui l'entourait. Quand il bougeait, le monde semblait retenir son souffle. Son chef de cabinet, un homme au visage sévère nommé Fessal, se tenait à 2 pas derrière son épaule gauche, immobile, ses yeux balayant la pièce, la nourriture, le personnel de service, et les trouvant tous insuffisants. Cette journée était l'aboutissement de 6 mois de négociations. Vasseur vendait son miracle, une technologie de dessalement révolutionnaire qui, selon ses propres mots, ferait fleurir le désert. Le prix du programme pilote, l'investissement de départ, était de 200 millions d'euros. Le travail d'Éléonore était simple, être invisible. Elle se glissa dans la pièce, son lourd plateau d'argent en équilibre sur une épaule douloureuse, et commença le rituel silencieux de verser l'eau. Ses chaussures, le seul article non réglementaire sur lequel elle insistait, de simples ballerines noires bon marché avec des semelles intérieures rembourrées, ne faisaient aucun bruit sur l'épais tapis de laine. Elle servit Vasseur. Il ne leva pas les yeux. Elle servit son conseiller juridique. Il ne leva pas les yeux. Elle s'approcha du Cheikh Khaled. Il interrompit sa conversation et la regarda directement. Ses yeux n'étaient pas méchants, mais ils étaient lourds. C'étaient les yeux d'un homme qui avait tout vu, en avait acheté la majeure partie, et cherchait encore quelque chose. Il lui fit un léger, presque imperceptible signe de tête en guise de reconnaissance. Éléonore versa l'eau pétillante, sa main parfaitement stable, la bouteille s'arrêtant juste avant le bord du cristal. Alors qu'elle se déplaçait sur le côté, Vasseur se lançait dans son crescendo final. Et ainsi, Votre Altesse, ce n'est pas seulement un investissement dans la technologie. C'est un investissement dans l'avenir, un héritage. L'équipe de Vasseur commença à faire circuler les documents finaux. Ils étaient épais, reliés en cuir et estampillés du logo d'Aquagenesis. Mais l'œil d'Éléonore fut attiré par quelque chose de différent. Un des associés de Vasseur, un homme à l'énergie nerveuse nommé Boulos, fit glisser un document séparé d'une seule page sur la table. Ce n'était pas du papier standard. C'était un parchemin épais et crémeux, enluminé d'une superbe bordure peinte à la main de motifs géométriques. Au centre se trouvait un bloc de calligraphie arabe fluide. « Et ceci, Votre Altesse, dit Vasseur, sa voix s'adoucissant, est un geste personnel, une lettre de partenariat, un AQD traditionnel, une alliance, pour montrer notre profond respect pour ce moment historique. » Le cheikh sourit, sincèrement satisfait.
C'était un homme qui appréciait la tradition. Il prit le parchemin, ses doigts traçant la bordure dorée. Éléonore, debout près du poste de service, repliant une serviette déjà parfaitement pliée, sentit un étrange picotement dans son cou. Elle était trop loin pour lire le texte principal, mais elle pouvait voir la bismillah en haut. C'était magnifique, et c'était faux. Elle ne savait pas comment elle le savait. C'était un instinct de linguiste. L'espacement, la façon dont l'alif se connectait aux lames, c'était juste une fraction trop parfaite, trop uniforme. Cela ressemblait moins à la main d'un maître calligraphe qu'à l'imitation impeccable et sans âme d'un ordinateur. Mais ce n'était pas le problème. Le problème était la petite ligne de texte à peine visible tout en bas, juste en dessous de l'alliance principale. De l'autre côté de la pièce, ce n'était qu'un gribouillis. Mais Éléonore, dont la thèse de doctorat devait porter sur les signes diacritiques dans l'écriture koufique du Xe siècle, sentit son estomac se nouer. Vasseur sortit un stylo. Ce n'était pas un stylo ordinaire. C'était un objet de cérémonie, scintillant d'or blanc et de diamants, reposant dans un écrin de velours. « Votre Altesse », dit Vasseur, sa voix un ronronnement. « Allons-nous construire l'avenir » Le cheik prit le stylo. Il fit un signe de tête à son équipe. Il abaissa la plume vers la ligne de signature à 200 millions d'euros. Éléonore regardait, figée. Son esprit s'emballait. « Ce ne sont pas tes affaires. Ce ne sont pas tes affaires. Tu vas te faire renvoyer. Tu as besoin de ce travail. Les médicaments de ton père. » Mais la partie d'elle qui était linguiste, académicienne, humaine, la partie qui était en sommeil depuis 2 ans, hurlait. C'était une obscénité. Ce qu'elle avait entrevu, ou cru entrevoir, était une erreur catastrophique, insupportable. La plume toucha le papier. Éléonore bougea. Il n'y eut aucune pensée. Il n'y eut que l'action. Dans la seconde qu'il fallut à la main du cheik pour commencer son mouvement descendant, le corps d'Éléonore fit 1000 calculs. Elle ne pouvait pas crier. Elle ne pouvait pas se précipiter vers la table. Elle ne pouvait pas saisir le document. Alors elle tomba, ou plutôt elle exécuta une manœuvre qui était à la fois une chute contrôlée et une application de la physique. Elle pivota sur son pied gauche, son corps s'inclinant vers le chariot de service, et avec un petit son désespéré, elle heurta le pied du lourd guéridon en acajou. Le résultat fut spectaculaire. Son plateau d'argent, préchargé pour le service de café post-réunion, ne tomba pas simplement. Il fut projeté. Une cascade de lourdes tasses en céramique, de sucriers et de cuillères en argent jaillit dans les airs. Mais Éléonore ne se concentrait pas sur le café. Elle se concentrait sur l'eau. D'un coup de poignet, si subtil qu'il fût invisible, elle envoya la bouteille d'1 litre de badois tournoyée hors du chariot. Elle vola dans les airs en une gracieuse trajectoire arquée et s'écrasa sur le foyer en marbre de la cheminée, à plus de 3 mètres de la table. Le son ne fut pas un tintement. Ce fut une explosion. Vlan. Le fracas du verre fut comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Chaque personne dans la pièce sursauta. Julien Vasseur bondit sur ses pieds. Fessal, le chef de la sécurité, avait la main dans sa veste, son corps se déplaçant déjà pour se positionner entre le cheik et la menace. Le cheik lui-même se contenta de lever les yeux, sa main figée, le stylo toujours en suspens au-dessus du document. Une lueur d'agacement vacilla dans ses yeux, mais elle fut rapidement remplacée par une curiosité vive et évaluatrice. Éléonore était au sol, une image d'humiliation professionnelle. Elle avait atterri durement sur ses genoux, le tissu bon marché de sa jupe déjà humide d'eau renversée. Juste un vertige, balbutia-t-elle, sa voix épaisse d'une fausse panique. Monsieur, Votre Altesse, je suis tellement désolé. Mon pied, il s'est pris. Monsieur Guichard, le directeur de l'hôtel, se matérialisa dans l'embrasure de la porte, le visage de la couleur du lait caillé. Il avait vu tout l'événement désastreux depuis le couloir. Mademoiselle Rostand, sortez. Siffla-t-il en se précipitant. Votre Altesse, 1000 excuses. Cette maladroite, c'est inexcusable. Ce n'est rien, dit le cheik, sa voix calme mais empreinte d'une autorité qui fit taire instantanément le directeur. Fessal était aux côtés d'Éléonore. Il ne lui tendit pas la main. Il l'attrapa par le haut du bras, sa poigne un étau d'acier, et la releva. Il l'aidait ostensiblement, mais Éléonore savait qu'elle était en train d'être évaluée comme une menace. « Je suis si désolée, murmura-t-elle, les yeux écarquillés, adressant ses excuses au directeur, à Vasseur, à n'importe qui sauf au cheik. « Sortez-la d'ici », claqua Vasseur, son sang-froid ébranlé. Le charme était rompu. Le moment parfait à 200 millions d'euros était maintenant contaminé par une serveuse maladroite. « S'il vous plaît, Votre Altesse, mes excuses pour l'interruption. Continuons. » Mais le cheik ne reprit pas le stylo. Il observait Éléonore.
Faisal la traînait vers la porte de la cuisine, sa poigne brutale. Alors qu'elle était tirée devant la table, Éléonore croisa le regard du cheik. Elle soutint son regard juste une seconde. Elle ne supplia pas. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle avait l'air certaine. Et en cette unique seconde, elle parla non pas en français, non pas en anglais, mais dans un arabe classique impeccable, un seul mot, soufflé si bas que seul lui et Faisal pouvaient l'entendre. Musawar. Un faux. Une contrefaçon. La prise de Faisal se resserra au point de lui faire mal. Il la jeta à moitié à travers les portes battantes de la cuisine où elle s'effondra contre un comptoir de préparation en acier. De retour dans la salle à manger, Julien Vasseur tentait de calmer les choses. Un petit désordre, dit-il avec un rire crispé. Maintenant, où en étions-nous? Cheikh Khaled reposa très délibérément le stylo dans son écrin de velours. Il se leva. Monsieur Vasseur, dit-il, sa voix polie mais maintenant incroyablement froide. Je découvre que j'ai soudainement besoin d'une courte pause. L'excitation m'a donné une légère migraine. Votre Altesse, mais la signature. Nous reprendrons dans 1 heure, dit le cheik. Ce n'était pas une demande. Il fit un signe de tête à son entourage. Faisal, occupe-toi de notre invité, puis amène-moi la serveuse. Vasseur les regarda partir, son sourire parfait figé en un masque de rage confuse. Les 200 millions d'euros étaient soudainement, inexplicablement, en suspens. La cuisine de la couronne était un monde différent. Tandis que la salle à manger était un sanctuaire feutré de beige, la cuisine était un enfer bruyant de carrelage blanc, de vapeur, de cris et de casseroles qui s'entrechoquent. Le chef du bois, un homme dont le tempérament était aussi ardent que ses étoiles Michelin, avançait sur Éléonore lorsque Faisal rentra. Le chef, voyant le visage de l'arabe, s'arrêta. Il reconnut le regard d'un homme qui n'était pas là pour des canapés. Faisal ne s'adressa pas au chef. Il ne s'adressa à personne. Il pointa simplement un doigt vers Éléonore. Vous. Maintenant. Éléonore, toujours tremblante, se releva du comptoir. Ses collègues la regardaient, les yeux écarquillés. Monsieur Guichard, le directeur, se précipita. Monsieur, je vous assure qu'elle est renvoyée. Son salaire sera amputé pour la casse. Il n'est pas nécessaire que vous vous dérangiez. Faisal ne le regarda même pas. Il passa simplement à côté, agrippant à nouveau le bras d'Éléonore et la dirigea non pas vers le hall, mais vers un ascenseur de service. La montée vers l'étage du Penthouse fut silencieuse. Le cœur d'Éléonore battait comme un tambour contre ses côtes. Elle était parfaitement consciente de l'homme à côté d'elle. Faisal était bâti comme une panthère, tout en muscles secs et en énergie contenue. Il sentait légèrement le bois de santal et quelque chose de métallique, comme de l'huile pour arme. Il n'avait pas parlé depuis la salle à manger. Il n'en avait pas besoin. Le silence était son propre interrogatoire. L'esprit d'Éléonore était une tempête. Que as-tu fait? Tu es renvoyé. Tu es pire que renvoyé. Ils vont penser que tu es une terroriste. Ils vont penser que tu es une espionne industrielle. Les médicaments de père, le loyer. Que as-tu fait? L'ascenseur s'ouvrit directement sur le foyer privé de la suite royale. C'était plus grand que tout son appartement. Les tapis étaient si épais que leurs pas étaient absorbés. Faisal la fit entrer dans le salon principal, une vaste pièce avec une baie vitrée sur 2 étages donnant sur le lac Léman. Cheikh Khaled se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, parlant rapidement en arabe sur son téléphone. Il se tourna lorsqu'ils entrèrent et Éléonore vit que l'homme d'affaires poli et réservé de la salle à manger avait disparu. C'était un homme différent. Ses yeux étaient comme des éclats de glace sombre. Il termina son appel et ferma brusquement le téléphone. « Laissez-nous, dit-il à Faisal. Faisal hésita. « Votre Altesse, ce n'est pas prudent. Laissez-nous. » Faisal s'inclina, ses yeux ne quittant jamais Éléonore, et sortit de la pièce en reculant, fermant les lourdes portes derrière lui. Le silence était assourdissant. Le cheik marcha lentement vers elle. Il s'arrêta à quelques mètres, assez près pour qu'elle puisse voir le fin fil d'or dans ses boutons de manchette. « Vous avez 10 secondes, dit-il, son anglais aussi parfait que le sien, avant que je ne vous fasse arrêter. Vous avez provoqué une perturbation. Vous avez insulté mes partenaires potentiels. Et vous avez risqué un investissement de 200 millions d'euros. 10 secondes. Commencez. » Éléonore déglutit. La peur avait disparu, remplacée par une certitude froide et tranchante. C'était le moment. « J'étais doctorante à l'université de la Sorbonne à Paris, » dit-elle, sa voix claire et stable. « Ma spécialisation était la linguistique arabe médiévale et l'histoire de la calligraphie. » Le sourcil du cheik se haussa d'une fraction de millimètre. Ce n'était pas la réponse qu'il attendait.
Continuez. Ce que j'ai fait, continua Éléonore, n'était pas un accident. Je m'excuse pour la tromperie et pour le verre brisé, mais je ne pouvais pas vous permettre de signer ce document. Vous ne pouviez pas me permettre. Le concept lui était si étranger. C'était presque amusant. Non, parce que c'est un musawar, une contrefaçon et une très, très mauvaise. Il me semblait magnifique, contra le cheik, l'attestant. Il ressemblait à l'œuvre d'un maître. Il ressemblait à l'œuvre d'une imprimante laser haut de gamme, dit Éléonore sans embâge. L'encre est moderne. L'enluminure est une impression numérique de haute qualité, pas de la feuille d'or peinte à la main. Le parchemin est vieilli artificiellement, mais tout cela n'est que de la poudre aux yeux. Elle prit une profonde inspiration. Le langage est le problème. C'est une insulte. Le cheik croisa les bras. Une insulte? Comment? Le texte principal, l'alliance, dit-elle, utilisant ses doigts pour faire des guillemets. C'est correct. C'est un non-sens fleuri et générique. C'est ce qu'un étudiant de première année en arabe écrirait. Mais c'est la ligne de signature, la bénédiction, la ligne juste en dessous de votre nom. Qu'y a-t-il avec cette ligne? Demanda-t-il, sa voix maintenant dangereusement calme. Éléonore rencontra son regard. Votre Altesse, le texte dit « Barak Allahu fiada alamal al-Sagir ala dit Akbalu ». Le visage du cheik ne changea pas, mais Éléonore vit ses doigts se crisper. Il connaissait les mots, mais elle les traduisit quand même, pour mémoire. Cela signifie « Que Dieu bénisse cette œuvre insignifiante que vous acceptez ». L'air vibrait. C'est une phrase très obscure du XIIe siècle, expliqua Éléonore, son côté universitaire prenant le dessus. Elle était utilisée par les scribes du califat almohade comme une insulte cachée. C'était la bénédiction qu'ils étaient forcés d'écrire sur les édits de seigneurs de guerre mineurs et illettrés qu'ils considéraient comme leurs inférieurs. C'est une malédiction de scribe. Elle bénit l'œuvre insignifiante et se moque du destinataire pour être trop sot pour voir l'insulte. Le cheik était complètement immobile. Mettre cette ligne sur un document que vous devez signer, termina Éléonore, sa voix tremblant légèrement, n'est pas seulement une erreur. C'est une déclaration. Il vous traite de seigneur de guerre mineur et illettré. Trop stupide pour savoir qu'on se moque de lui. Ce n'est pas une affaire commerciale. C'est une humiliation. Pendant une minute entière, Cheikh Khaled ne parla pas. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda le jet d'eau du lac Léman s'élever haut dans le ciel de Genève. Le seul son était le bourdonnement lointain et riche de la ville. Le cœur d'Éléonore battait la chamade. Elle venait d'accuser son sauveur potentiel d'être traité d'imbécile. Elle avait misé toute sa vie sur une nuance linguistique. Finalement, il se retourna. Son visage était un masque de fureur froide. « Fessal » aboya-t-il. La porte s'ouvrit à la volée. Fessal était là, la main sur son arme. « Amenez-moi Monsieur Boulos » ordonna le cheik. L'expert culturel de l'équipe de Monsieur Vasseur. « Amenez-le maintenant. Et trouvez-moi tout. Absolument tout sur une société appelée Aquagenesis. Je veux savoir où Julien Vasseur a dormi la nuit dernière et ce qu'il a pris pour le petit déjeuner. Utilisez toutes les ressources. J'autorise le protocole 7. » Les yeux de Fessal s'écarquillèrent très légèrement. Le protocole 7. Ce n'était plus une affaire commerciale. C'était la sécurité de l'État. Tout de suite, Votre Altesse. Il avait disparu. Monsieur Boulos, songea le cheik, se tournant à nouveau vers Éléonore. C'est lui qui a présenté le document. Il est libanais. Lui, plus que quiconque, aurait dû savoir. Il savait, dit Éléonore. C'est tout. L'intérêt. Ce n'est pas une erreur qu'un locuteur natif commet. C'est une erreur qu'un locuteur natif utilise délibérément. Vous êtes très confiante, mademoiselle Rostand, pour une serveuse. Je suis confiante dans mon domaine, Votre Altesse, répliqua Éléonore. Ce document a été conçu pour être beau, pour faire appel à votre sens de la tradition, et il a été conçu pour être votre chute. Ma chute? C'est une insulte. Oui, une insulte profondément offensante. Mais un accord de 200 millions d'euros peut tolérer une erreur culturelle. Est-ce une erreur? Insista Éléonore. Pensez-y. Vous le signez. Vous, le grand cheik Khaled Al Maktoum, signez un document qui se moque secrètement de vous. L'affaire est conclue. L'argent est transféré. Et puis, que se passe-t-il? Dans un mois, dans un an, une photographie de ce document signé est divulguée à la presse, à vos rivaux, à Al Jazeera. Un expert en linguistique, quelqu'un comme moi, est payé pour découvrir l'insulte cachée. Et soudain, vous n'êtes plus l'investisseur avisé. Vous êtes le bouffon qui a signé sa propre humiliation.
Vous êtes le seigneur de guerre insignifiant. Tout le golfe rirait. L'honneur de votre famille, votre honneur personnel, serait réduit en lambeaux. La couleur quitta le visage du cheik. L'argent n'avait aucune importance. 200 millions, c'était une erreur d'arrondi. Mais la honte était une monnaie, et il venait d'être sauvé de la faillite. Il fixa Éléonore, la voyant vraiment pour la première fois. Non pas comme une servante, non pas comme une femme, mais comme un atout, une arme. « Qui êtes-vous, Éléonore Rostand ?» demanda-t-il, sa voix devenue un murmure rauque. Alors, elle lui raconta. Elle lui parla de son père, un brillant historien qui luttait maintenant pour se souvenir de son propre nom. Elle lui parla de la bourse d'études, des 3 emplois, de la dette suffocante et de la rage silencieuse et rongeante d'être brillante et fauchée. Pendant qu'elle parlait, Fessal revint. Il était silencieux. Il tendit une tablette au cheik. Le cheik parcourut l'écran, sa mâchoire se crispant. Le protocole 7, dit doucement Fessal, a déjà signalé Aquagenesis. La société est une coquille vide enregistrée aux îles Caïmans il y a 3 mois. Les brevets de leur technologie révolutionnaire sont plagiés d'une thèse de doctorat de l'école polytechnique de 2019. Julien Vasseur n'est pas Julien Vasseur. Son vrai nom est Kevin Lambert. C'est un ancien lobbyiste en disgrâce lié à plusieurs parties intéressées. Et Boulos ? demanda le cheik, sans lever les yeux. Il a fui, dit Fessal. Il a quitté son hôtel il y a 20 minutes, dès que vous avez demandé la pause. Il est dans un jet privé à l'aérodrome de Cointrin. Destination inconnue. Le piège était tendu. Les 200 millions n'étaient pas le but. C'était l'appât. Le véritable prix était la réputation du cheik. L'argent n'était que le paiement de Boulos pour avoir tendu le piège. Cheik Khaled regarda de la tablette à Éléonore. Lambert, ou Vasseur, est toujours en bas dans le hall, ajouta Fessal. Il commence à s'impatienter. Il a appelé Monsieur Boulos sans succès. Il n'a aucune idée que son partenaire l'a abandonné. Bien, dit le cheik. Il tapota la tablette. Faites-le arrêter discrètement par les autorités suisses. Pour crimes financiers, fraude, violation de brevets. Peu importe. Attrapez-le. Je passerai l'appel au ministre. Fessal hocha la tête et disparut de nouveau. Le cheik était de nouveau seul avec Éléonore. La pièce était lourde des implications de ce qui venait de se passer. Ils allaient me détruire, dit-il. Pas à elle, mais à lui-même. Et ils y seraient parvenus. Il se tourna vers elle, tout le poids terrifiant et brillant de son pouvoir reposant sur elle. Vous ne m'avez pas seulement fait économiser de l'argent, mademoiselle Rostand. Vous m'avez sauvé. Moi. Une dette de cette ampleur ne peut être remboursée, mais elle doit être honorée. Il se dirigea vers son bureau. Il ne sortit pas un chéquier. Il sortit une feuille de son papier à en-tête personnelle filigranée et un autre stylo. Un simple et élégant stylo plume. Vous êtes, à compter de cet instant, renvoyé de la couronne. Le cœur d'Éléonore se serra, juste au moment où elle se croyait sauvée. On ne peut pas, continua-t-il en écrivant rapidement, s'attendre à ce que vous me serviez le café alors que vous êtes sur ma liste de paix personnelle. Il plia la note, la glissa dans une enveloppe et la lui tendit. Mon chauffeur est dans le hall. Il vous ramènera chez vous. Préparez une valise. Vous serez dans mon avion ce soir, à destination de Paris. Ma fondation contactera la Sorbonne demain matin. Votre bourse est rétablie. Votre doctorat est entièrement financé, tout comme les soins médicaux de votre père, aussi longtemps que nécessaire. Éléonore regarda l'enveloppe, sa main tremblante. Votre Altesse, je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien besoin de dire, dit-il. Vous avez déjà parlé quand c'était important. Ce ne sont que des formalités administratives. Votre travail n'est pas d'être une étudiante, cependant. Votre travail est de finir vos études, puis vous viendrez travailler pour moi. En tant que, quoi? En tant que ma scribe, dit-il, un rare et mince sourire effleurant ses lèvres. En tant que directrice de mon fonds d'acquisition culturelle. En tant que femme qui lit les petits caractères. J'ai un monde plein d'hommes qui peuvent construire des villes et forêts pour du pétrole. Je n'ai personne, semble-t-il, qui sache lire. Vous lirez pour moi, Éléonore Rostand. Vous me direz ce qui est réel et ce qui est une contrefaçon. Le vol vers Paris fut une expérience de 6 heures de désorientation profonde. Éléonore était enveloppée dans une cabine de cuir crème et de ronces de noyer poli, un espace plus grand que son minuscule appartement genevois. Elle était assise dans un siège qui se transformait en un lit entièrement plat, enveloppée dans une couverture en cachemire qui coûtait probablement plus cher que la première voiture de son père. Elle sirotait, ironiquement, un verre de badois,
servie par une hôtesse de l'air qui lui parlait avec la déférence que l'on pourrait réserver à la royauté. Elle n'avait rien emporté. Elle n'avait pas de bagages. Faisal était simplement réapparu à la porte de son appartement, la serrure de son logement bon marché ayant été contournée sans un bruit, et lui avait tendu une seule carte de crédit, lourde et noire mat. Un représentant récupérera vos effets personnels essentiels, avait-il dit, sa voix plate. Tout le reste sera remplacé. Ce n'était pas de la gratitude. C'était, pensa-t-elle, l'enlèvement le plus luxueux de l'histoire. Elle se sentait en apesanteur, désamarrée de sa propre vie. Le poids écrasant de sa dette, la maladie de son père, le loyer, les chaussures bon marché et usées. Tout cela avait été sa réalité, son univers entier il y a à peine 3 heures. Maintenant, c'était parti, comme si cela n'avait jamais existé. Elle était désormais la propriété du fonds souverain Al Maktoum, et elle ressentait un frisson glacial et terrifiant mêlé à un profond sentiment de perte. Elle ne s'appartenait plus. Lorsque le Gulfstream atterrit à un terminal privé du Bourget, elle ne fut pas accueillie par la douane. Une Bentley noire, si lustrée qu'elle paraissait humide, attendait sur le tarmac. Le chauffeur, un homme en costume impeccable, lui ouvrit la portière sans un mot. « Quel hôtel, monsieur ?» avait-elle demandé, sa voix semblant fluette dans la vaste voiture silencieuse. « Nous n'allons pas à un hôtel, mademoiselle Rostand, » dit-il, son accent parisien impeccable. « Nous allons à la clinique. » Une pointe de peur glaciale. Est-ce que quelque chose ne va pas? Non, mademoiselle. Nous allons arranger les choses. La clinique, un bâtiment haussmannien dans un square silencieux et verdoyant du 16e arrondissement, n'avait pas d'enseigne. C'était le genre d'endroit qui n'avait pas besoin de publicité, un sanctuaire pour l'élite mondiale. Un médecin souriant et doux aux yeux bienveillants l'accueillit dans le hall d'entrée en marbre immaculé. « Mademoiselle Rostand, c'est un plaisir. Je suis le docteur Martin. Veuillez me suivre. » Il la conduisit dans un bureau qui ressemblait plus à un cabinet d'études confortable et rempli d'œuvres d'art. « Je dois admettre que la directive de son Altesse était inhabituelle, mais nous sommes préparés, » dit-il en lui offrant un thé. Elle déclina, ses mains jointes trop fermement sur ses genoux. « Son Altesse, » continua le docteur Martin, sa voix douce, a pris un intérêt personnel profond dans le cas de votre père. Nous avons fait venir le dossier de votre père de Genève. Il est arrivé il y a 1 heure. Mais il est dans un établissement public. Les soins sont... C'est tout ce que je pouvais me permettre. Oui, nous savons, dit le médecin, sa gentillesse ne masquant pas la franchise de l'évaluation. Le père de son Altesse, le défunt Cheikh Rachid, a souffert d'un déclin cognitif similaire dans ces dernières années, une démence vasculaire. C'est une maladie cruelle et terrible. En conséquence, cet établissement et mes propres recherches sont entièrement financés par la famille Al Maktoum. Nous avons, je peux le dire avec une certaine confiance, les plus grands spécialistes du monde dans notre personnel. Nous ne sommes pas seulement une clinique, mademoiselle Rostand. Nous sommes un institut de recherche. Il joignit le bout de ses doigts. Votre père sera transféré par un transport médical privé d'ici la fin de la semaine. Il aura une suite privée ici. Il aura une équipe de neurologues, d'historiens et de thérapeutes. Nous ferons tout ce qui est humainement et technologiquement possible. Éléonore le regardait fixement. L'ampleur des mots « transport privé »,« équipe de neurologues »,« historiens » était trop vaste pour être comprise. Mais le coup, murmura-t-elle, la vieille panique familière montant dans sa gorge. Je ne peux pas. Il n'y a aucun moyen que je puisse jamais. Mademoiselle Rostand, interrompit le médecin, sa voix douce mais ferme. S'il vous plaît, comprenez bien. Il n'y a pas de coup. Vous faites partie de la famille maintenant. C'est le terme que son Altesse a utilisé. Et ce fut ce mot. Famille. Qui la brisa finalement. Elle s'effondra. Ce ne fut pas un cri silencieux et digne. Ce fut un sanglot rauque et déchirant, le son de 3 années de terreur, d'épuisement et de culpabilité suffocante arrachée d'elle. Elle s'assit dans le fauteuil antique inestimable dans son uniforme de serveuse froissée et pleura le soulagement écrasant, insupportable, d'un fardeau levé. Le lendemain, elle était sur le campus de la Sorbonne. Le doyen du département d'études du Proche et Moyen-Orient, un homme qui n'avait pas trouvé le temps de répondre à ses courriels désespérés pendant 2 ans, l'accueillit personnellement à l'entrée principale, la main tendue, son sourire trop large. « Éléonore, mademoiselle Rostand, quel retour magnifique !» s'extasia-t-il, l'aidant avec la sacoche d'ordinateur que le chauffeur de la Bentley lui avait fournie. Il la raccompagna au département en bavardant. « Nous étions si affligés lorsque vous avez dû interrompre vos études. Mais ceci, c'est extraordinaire. Une nouvelle dotation des plus généreuses de votre mécène a été établie. En votre nom, bien sûr.
Il désigna une nouvelle plaque de laiton étincelante sur le mur de la bibliothèque. La bourse Rostand pour la préservation linguistique. C'est déjà le sujet de conversation de toute la faculté, rayonna le doyen. Nous avons votre ancien bureau qui vous attend. Enfin, pas votre ancien bureau, bien sûr. Pas ce bureau partagé au sous-sol. Un vrai bureau au 4e étage, avec une fenêtre. Vos directeurs de thèse sont impatients de reprendre, à votre convenance, naturellement. Éléonore se tenait dans le couloir, l'odeur des vieux livres et de la cire remplissant ses narines. On lui rendait son ancienne vie, polie, améliorée et emballée dans un paquet cadeau. Et alors qu'elle regardait le visage obséquieux et opportuniste du doyen, le dernier de ses soulagements s'évapora, remplacé par une compréhension froide, nette et définitive. Ce n'était pas de la gratitude. C'était un achat. C'était une transaction aussi claire que n'importe quelle opération boursière. La clinique, la bourse, la dotation, c'était une prime à la signature de 10 millions d'euros, et la plaque avec son nom dessus était la marque. Elle n'était plus seulement Éléonore Rostand. Elle était une pièce sur l'échiquier de Cheikh Khaled, un atout, et il venait de la placer exactement là où il la voulait. Pendant 2 semaines, elle vécut dans cet étrange état d'incertitude, se réhabituant au monde universitaire qu'elle aimait, mais avec un nouveau sentiment de distance déconcertant. Elle était un fantôme hantant sa propre vie. Puis, alors qu'elle s'apprêtait à déconstruire un texte du XIIe siècle, son téléphone, le nouveau modèle crypté qu'on lui avait fourni, vibra. Un seul texto. De Faisal. Le chèque requiert votre présence. Abu Dhabi. Voiture dans 1 heure. Le jet privé de nouveau. Le luxe silencieux et oppressant. Cette fois, on ne l'emmena pas dans un palais. On l'emmena dans une tour d'acier et de verre étincelante qui perçait le bleu impossible du ciel d'Arabie, le siège du fonds souverain. On la fit entrer dans une salle de conférence qui ressemblait moins à un lieu de réunion qu'à un centre de commandement de la NASA. Un vaste écran incurvé dominait un mur. Cheikh Khaled était là, non pas en costume occidental, mais dans une simple et élégante candura blanche. Il semblait plus puissant ici, dans son propre élément, moins un homme d'affaires et plus un roi. Éléonore, dit-il, sans se lever, lui faisant signe de s'asseoir. Bienvenue. Vous vous êtes reposé. Vous avez vu votre père installé. Bien. Maintenant, votre éducation reprend. Sur l'écran principal se trouvait l'image satellite du site d'Aquagenesis. Ceci, dit-il en pointant du doigt, est le lopin de sable sans valeur sur une frontière contestée, ce qui, nous le savons maintenant, était tout l'enjeu. Les 200 millions d'euros étaient un piège en 2 parties. La première partie, l'humiliation, que vous avez habilement gérée. La seconde était géopolitique. Il zooma. Le terrain est techniquement le nôtre, mais une nation rivale, et plus douloureusement, une branche rivale de ma propre famille, le revendique depuis des décennies. Sa voix était empreinte d'un venin froid et aristocratique. Si j'avais signé, j'aurais financé la société écran de Lambert. Lui et Boulos auraient disparu. Le projet se serait effondré. Et alors, mon cousin serait intervenu. Il afficha un dossier avec le visage d'un homme. Il ressemblait, pensa Éléonore, à une version plus cruelle de Khaled. Il aurait saisi la technologie américaine abandonnée comme mesure de sécurité. Ce faisant, il aurait occupé physiquement le terrain contesté, utilisant mon propre argent pour financer son accaparement de terre, tout en tenant ce document d'insulte au-dessus de ma tête comme chantage pour m'empêcher de riposter. C'était brillant. C'était vicieux, et ça a failli marcher. Kevin Lambert est dans une prison suisse en train de chanter, dit Khaled, le balayant d'un geste de la main. C'est un escroc ordinaire. Il n'est pas pertinent. Mais Boulos. Boulos est celui que je veux. C'est le fantôme. L'expert culturel, dit Éléonore. L'expert culturel de mon cousin, la corrigea Khaled. Il a été une taupe dans nos opérations pendant une décennie. Il a planté la graine de Seth. Investissement auprès de ma propre équipe. Il connaissait mon désir d'un projet d'héritage, d'une solution verte. Il a lu mon profil. Il a utilisé ma propre ambition contre moi. Où est-il? Il est là où l'argent se cache. Paris, Zurich, Monaco. Mais il a une faiblesse, la même que n'importe quel universitaire. Le cheikh la regarda, une étrange lueur prédatrice dans les yeux. Il a un ego. Sur l'écran, il afficha un nouveau fichier. C'était une copie numérique d'un catalogue de vente aux enchères d'une grande maison parisienne. Manuscrit du Maghreb. Dans 3 jours, dit Khaled, cette vente a lieu. Et le lot 214 est ceci. Une nouvelle image apparut. Une seule page a coupé le souffle de Vélintin à l'indigo, enluminée d'un texte écrit en écriture koufique en or pur. Éléonore cessa de respirer.
Le lion Koufik, souffla-t-elle. Le sourcil de Khaled se haussa. Vous le connaissez. J'ai écrit à son sujet, balbutia-t-elle, son côté universitaire refaisant surface. C'est un mythe. Un manuscrit coranique du IXe siècle d'Al-Andalus, qui aurait été écrit par le calligraphe connu uniquement sous le nom de Lion de Cordoue. Il est porté disparu depuis le XVIe siècle. Il est inestimable. Ce n'est pas un mythe, dit Khaled. Et il n'est pas inestimable. L'estimation est de 30 millions d'euros. Monsieur Boulos a poursuivi ce manuscrit toute sa vie universitaire. C'est son saint Graal. Nos services de renseignement indiquent qu'il a utilisé son acompte de mon cousin pour se créer une nouvelle identité propre. Il sera à cette vente aux enchères. Il ne peut pas ne pas y être. Vous allez le faire arrêter, dit Éléonore. Non. La voix de Khaled était plate et froide. S'il est arrêté, il est un prisonnier. Il est un problème. S'il est neutralisé, il est oublié. Je ne suis pas un assassin, mademoiselle Rostand. Je suis un homme d'affaires. Je vais le ruiner. Je lui prendrai la seule chose qu'il aime, la chose même qu'il a utilisée lors de sa trahison pour acheter. Je ne lui laisserai rien d'autre que sa honte et sa dette. Il se tourna, tout le poids de son autorité, de son pouvoir et de ses attentes reposant sur elle. Et vous allez m'aider. La salle des ventes de Delacroix et Associés était à des années-lumière du chaos en acier inoxydable de la cuisine de la couronne. C'était un autre type d'industrie de service, qui répondait aux appétits de l'âme plutôt qu'à ceux de l'estomac. La pièce était une cathédrale du commerce feutré et lambrissé, l'air épais de l'odeur de l'argent ancien, de parfums coûteux et d'une couche d'anticipation presque visible. Le silence était lourd, rompu seulement par le bruissement des catalogues et le monotone aristocratique et poli du commissaire-priseur. Éléonore était assise au 3e rang, à court. Elle était, pour l'observateur occasionnel, juste une autre joueuse dans une salle qui en était remplie. Mais elle ne jouait pas. Elle exécutait. La transformation était absolue. L'uniforme de serveuse maladroit et mal ajusté était un fantôme, remplacé par un tailleur noir Armani qui murmurait l'autorité à chaque mouvement. Ses cheveux, autrefois tirés en un chignon simple et pratique, étaient maintenant coiffés en un chignon sévère, élégant et brillant qui mettait en valeur l'intelligence aiguë de son regard. Une seule perle parfaite reposait à chaque oreille, un signe discret d'une richesse si profonde qu'elle n'avait pas besoin de crier. Elle n'était pas Éléonore Rostand, la linguiste brillante et fauchée. Elle était la plaquette 117, un numéro désigné, une abstraction d'une immense puissance financière. À côté d'elle était assis un homme quelconque en costume gris simple. Il était, elle le savait, un haut responsable financier du fonds souverain Al Maktoum. Il ne lui avait pas adressé un mot depuis leur rencontre dans le hall, sauf pour lui remettre la plaquette. Il était son encre, la preuve vivante. Que ses enchères n'étaient pas une fantaisie. Cheikh Khaled n'était pas là. Il était officiellement dans une réunion diplomatique critique à Riyad. En réalité, il était dans la suite royale du Georges V, à moins de 2 kilomètres de là, regardant une retransmission en direct haute définition et multicaméra de la salle, un verre de kawa à la main. Ses instructions à Éléonore avaient été simples, livrées par Fessal ce matin-là. Monsieur Boulos est un joueur qui se prend pour un universitaire. Vous êtes une universitaire qui doit maintenant devenir une joueuse. N'enchérissez pas avec émotion. Enchérissez avec mon portefeuille. Et mon portefeuille, Éléonore, est sans fond. Le sien ne l'est pas, les yeux d'Éléonore, protégés par le masque frais et parfait qu'elle s'était construit, balayaient la pièce. Elle était là depuis 1 heure, repérant les sorties, la sécurité, les autres enchérisseurs, et elle le suivait lui. Il était au fond, près de la section des places debout, essayant de se fondre dans la masse. Boulos. Il était plus mince, le visage décharné et pâle. La barbe luxuriante et arrogante avait disparu, remplacée par une barbe de 3 jours nerveuse et inégale. Il portait des lunettes à monture métallique épaisse, une pathétique tentative de déguisement. C'était un homme fonctionnant à l'adrénaline et à l'argent volé, un fantôme hanté par sa propre trahison. Il se croyait invisible, mais pour Éléonore, sa cupidité était un projecteur. Il vibrait d'une énergie désespérée et obsessionnelle qui était douloureusement évidente. C'était un homme qui avait brûlé tout son monde derrière lui pour ce moment, pour cet unique objet. L'eau 212, entonna le commissaire-priseur, sa voix douce comme de l'acajou huilé. Une miniature persane mineure, bien que magnifique. Elle fut vendue pour 900 000 €. L'eau 213, un ensemble de poignards ottomans du XVIe siècle, prétendument de l'armurerie de Topkapi, 1,4 million. La salle s'échauffait. Éléonore restait parfaitement immobile. Ses mains étaient jointes sur ses genoux. Le responsable financier à côté d'elle aurait pu être sculpté dans la pierre. Et puis,
Le silence. Un silence différent. La salle retint son souffle collectif. Et maintenant, mesdames et messieurs, la voix du commissaire-priseur baissa, prenant un ton de révérence. Le lot 214. Celui que nous attendions tous. Le lion Koufik. Le Coran perdu de Cordoue. 2 assistants en gants blancs l'avancèrent, le plaçant sur une estrade drapée de velours sous un projecteur dédié. C'était à couper le souffle. Même depuis le 3e rang, Éléonore pouvait sentir sa puissance. Ce n'était pas juste un livre. C'était un carrefour d'histoire, d'art et de foi. Le vélin du 9e siècle était d'un indigo profond, impossible, et l'écriture koufik aurait semblé pulser de sa propre lumière interne. Éléonore l'universitaire ressentit une véritable et angoissante pointe de révérence. C'était un morceau d'histoire dont elle n'avait jamais fait que rêver, sur lequel elle avait écrit, théorisé. Boulos, elle le savait, ressentait la même chose. Ce manuscrit était son saint Graal, l'unique artefact qui, selon lui, validerait sa carrière maudite, nettoyant la tache de sa trahison avec sa profonde beauté. Aujourd'hui, Éléonore l'utiliserait comme un marteau. C'est un privilège, dit le commissaire-priseur. Nous ouvrirons les enchères à 20 millions d'euros. Une plaquette au premier rang, un marchand d'art parisien connu, se leva immédiatement. 20 millions. Merci, monsieur. Une voix du fond, depuis la banque des enchérisseurs par téléphone. 22 millions. Une nouvelle enchérisseuse, une femme élégante au milieu de l'allée. 24. Boulos s'agitait sur ses pieds, un prédateur attendant que la meute s'éclaircisse. 28 millions par téléphone. 30 millions du marchand du premier rang. Il était à sa limite, mais il devait essayer. C'était le moment de. Boulos. Il avait attendu. Il avait été intelligent. Maintenant, il allait réclamer son prix. Sa main, tenant sa propre plaquette, se leva d'un coup. 32 millions. Sa voix était un croassement sec, craquant sous la tension. Le marchand du premier rang se retourna, agacé, et secoua la tête. Il était hors course. L'enchérisseur par téléphone, 34. 36. Hurla Boulos. Toute prétention au calme avait disparu. Il transpirait maintenant, son visage pâle. C'était sa limite, la limite absolue des 20 millions d'euros qu'il avait volés, maintenant investis et blanchis en une ligne de crédit propre. Une longue, angoissante pause. L'enchérisseur par téléphone était silencieux. Le représentant au téléphone secoua la tête. Ils étaient hors course. Boulos vibrait. Il était le dernier homme debout. Il l'avait. Il avait gagné. Le manuscrit, sa nouvelle vie, son triomphe académique. Tout était à lui. Il imaginait déjà l'article qu'il écrirait, le prestige, la sécurité. 36 millions, dit le commissaire-priseur, faisant durer le moment. Une magnifique enchère, monsieur. Adjugé une fois. Les yeux de Boulos étaient fermés. Il savourait. Adjugé 2 fois. 40 millions. La voix était celle d'Éléonore. Elle n'était pas forte. Elle était parfaitement claire, calme, et trancha la pièce comme un éclat de glace. Le son de la salle s'arrêta. C'était comme si l'audio avait été coupé. Le commissaire-priseur se figea, son marteau à mi-chemin dans les airs. Toutes les têtes, y compris celle de Boulos, se tournèrent brusquement vers elle. Les yeux de Boulos, larges et injectés de sang derrière ses vilaines lunettes, la fixaient. Il ressentit un frémissement, non pas de reconnaissance, mais de haine pure et sans mélange. Qui était cette femme? D'où venait-elle? Il ne voyait pas une serveuse. Il voyait une rivale de dernière minute, une variable inconnue qui menaçait de détruire toute sa fantaisie soigneusement construite. Il était frénétique, son esprit s'emballant. Il était sur son téléphone, n'appelant pas une banque. Il était trop tard pour ça. Mais vérifiant ses propres calculs, les dernières gouttes de son crédit levraged. Il avait une toute petite marge. Il pouvait en faire une de plus, juste une. Cela le ruinerait, mais il aurait le manuscrit. Quoi, 41 millions? Balbutia-t-il, sa plaquette tremblant sauvagement. Ce n'était pas une enchère. C'était un appel désespéré. Le commissaire-priseur se tourna de nouveau vers Éléonore. La salle était silencieuse. Éléonore n'hésita pas. Elle ne regarda pas son responsable financier. Elle ne regarda même pas le commissaire-priseur. Elle tourna juste légèrement la tête et regarda directement, avec mépris, Boulos. 45 millions, dit-elle, sa voix empreinte de l'ennui profond et indubitable des personnes vraiment et infiniment riches. C'était l'acte le plus violent qu'elle ait jamais commis. Le chiffre, 45 millions d'euros, n'avait aucune importance. C'était la facilité.
C'étaient les 4 millions d'euros qu'elle venait d'enchérir, une somme qui pourrait acheter un petit château, sans même scier. C'était la finalité désinvolte et dédaigneuse de son ton. C'est ce qui le brisa. Boulos se dégonfla physiquement. L'air, l'espoir, la panique, tout s'échappa de lui, laissant une coquille vide et grise. Il était livide. Il était ruiné. Il avait misé l'intégralité de son paiement de 20 millions des rivaux de Khaled. Pour ça, il était maintenant non seulement un traître, mais un traître avec une dette catastrophique envers une maison de vente aux enchères, détenant une reconnaissance de dette qu'il ne pourrait jamais payer. « Adjugé !» cria le commissaire-priseur, sa voix résonnant de triomphe alors qu'il abattait le marteau. À la plaquette 117, pour 45 millions d'euros. Une vague d'applaudissements polis et stupéfaits remplit la salle. Éléonore se leva. Le responsable financier se leva avec. Elle lui tendit la plaquette. Son travail était terminé. Elle se tourna et commença à marcher vers la sortie, ses talons claquant avec une précision nette et mesurée sur le parquet. Elle ne se pressa pas. Elle marcha directement vers l'allée où se tenait Boulos, figée, une statue de sa propre ruine. En passant, elle s'arrêta. Elle était si proche qu'elle pouvait sentir la sueur aigre de sa terreur. Il tremblait, fixant, sans voir, l'estrade où le rêve de sa vie venait d'être vendu à une étrangère. Elle se pencha, sa voix un murmure froid et parfait. C'est un magnifique manuscrit. Boulos tourna la tête, ses yeux aveugles. Qui êtes-vous ? Murmura-t-il. C'était un enfant perdu. Éléonore sourit. Ce n'était pas un sourire de gentillesse. C'était un sourire d'achèvement pur, juste et terrible. Je ne suis que la petite employée. Et dans un arabe classique bas et impeccable, elle cita la phrase exacte de la fausse alliance. La malédiction du scribe. Barak Allahu fiada Alamal al-Sagir. Que Dieu bénisse cette œuvre insignifiante. Pendant une seule seconde silencieuse, les mots restèrent suspendus dans l'air. Le cerveau de Boulos, son cerveau d'érudit, traita la grammaire, le contexte, puis ses yeux injectés de sang se focalisèrent. La reconnaissance ne fut pas une aube douce. Ce fut une détonation. Il ne voyait pas seulement la femme en tailleur Armani. Il voyait soudainement, horriblement, la serveuse maladroite de Genève. Il vit l'eau renversée. Il vit le mot « musawar ». Il vit tout le piège brillant. Il vit son escroquerie de 20 millions d'euros, son complot d'humiliation de 200 millions, et son saint Graal du IXe siècle, tous arrachés, non pas par un chèque rival, mais par la serveuse. L'œuvre insignifiante et la petite employée venaient d'entrer en collision, et c'était lui qui était tourné en dérision, le seigneur de guerre illettré trop stupide pour le voir. L'humiliation était si profonde, si totale, qu'elle court-circuita la pensée pour aller directement à la rage animale. « Vous » rugit-il, un cri étranglé s'échappant de sa gorge. Il se jeta sur elle. Il n'eut jamais aucune chance. Avant qu'il ne puisse faire un seul pas, 2 membres du personnel de sécurité de la maison de vente, 2 hommes qui ressemblaient plus à des associés d'un cabinet d'avocats qu'à des videurs, étaient sur lui. C'étaient les hommes de Fessal, britanniques, impeccablement vêtus et absolument impitoyables. Ils ne le frappèrent pas. Ils ne luttèrent pas avec lui. Ils absorbèrent simplement sa charge, chacun prenant un bras, le soulevant du sol alors que ses jambes flageolaient. « Par ici, monsieur », murmura l'un d'eux, sa voix poliment ennuyée. « Il semble y avoir un problème avec vos finances. » Ils le firent sortir par une porte latérale, non pas vers le hall, mais vers une sortie de service et la ruelle froide au-delà. Il n'était pas arrêté. Il était effacé. Sa nouvelle identité propre serait signalée dès le matin. Ses comptes bancaires, tous liés à l'enchère sur laquelle il venait de faire défaut, seraient saisis. Il était un fantôme, comme Khaled l'avait promis, mais un fantôme sans le sou et sans pouvoir. Éléonore ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle poussa les lourdes portes en chêne, sortit de l'air parfumé et suffocant, et entra dans la pluie londonienne froide et purifiante. La Bentley noire était au bord du trottoir, une ombre silencieuse et en attente. Le portier, la voyant, se précipita pour l'ouvrir. Elle se glissa dans l'intérieur en cuir chaud et silencieux. La voiture s'éloigna du trottoir. Elle décrocha le téléphone qui attendait. « C'est fait », dit-elle. La voix de Khaled revint, chaude et empreinte de satisfaction. « J'ai vu. Le lion sera magnifique dans ma nouvelle bibliothèque. Vous avez bien travaillé, Éléonore. Vous avez bon œil. » Éléonore regarda par la fenêtre les lumières floues et luisantes de la ville qu'elle venait de conquérir. « Je n'ai fait que lire les petits caractères, Votre Altesse, » dit-elle. Un temps de silence. « Alors rentrez à la maison, » dit-il. « Nous avons du travail. » La bourse Rostand pour la préservation linguistique est aujourd'hui l'une des plus prestigieuses au monde.
Sa dotation est vaste, sa mission précise. Elle finance discrètement des dizaines de doctorants en difficulté, de chercheurs de terrain chevronnés et d'archivistes discrets. Le genre de personne qu'Éléonore Rostand était autrefois, toute dévouée à sauver les langues et les histoires du Moyen-Orient de l'érosion du temps et des conflits. Son bienfaiteur est anonyme, mais son administration est célèbre pour son efficacité impitoyable. Éléonore Rostand n'a jamais terminé son doctorat. Elle n'en avait pas besoin. Le parchemin qui l'aurait déclaré docteur était devenu sans objet. Elle avait troqué la théorie tranquille de la bibliothèque contre la réalité bruyante et cinétique du monde. Elle avait découvert que le titre sur une porte avait infiniment moins de valeur que le pouvoir de l'ouvrir. Dans les cercles feutrés et à haut risque de la finance internationale et de la diplomatie, on ne la connaît que sous le nom de la scribe. Son titre officiel est attaché culturel en chef pour le Fonds souverain Al Maktoum. Son bureau se trouve au 80e étage de la tour principale d'Abu Dhabi. Un espace minimaliste et silencieux de verre et de pierre froide avec une vue unique et stupéfiante sur le golfe Persique. D'ici, elle a le dernier mot. Elle est la porte avant que tout contrat de plusieurs milliards d'euros ne soit signé, avant que tout partenariat international ne soit formé, avant que tout artefact inestimable ne soit acheté pour le nouveau musée national. Tout doit passer par son bureau. Elle est le dernier regard, la dernière ligne de défense. Son équipe de linguistes, d'historiens et d'analystes, recrutés avec les fonds de sa propre bourse, ne se contente pas de lire les propositions. Il les interroge. Il traque le sous-texte, l'affront historique, la falsification numérique, la marque diacritique mal placée, la malédiction du XIIe siècle cachée à la vue de tous. Elle est le bras droit du cheikh Khaled, et plus que cela, son bouclier. Il a un monde d'hommes pour construire des villes. Il n'a qu'une seule femme qui peut lire le cœur humain caché dans l'encre. Sa vie personnelle est discrète. Son père vit dans un établissement de soins pour la mémoire ultramoderne dans un village tranquille de Normandie. C'est un endroit conçu non seulement pour soigner, mais pour stimuler. Ses infirmières sont complétées par des étudiants en histoire diplômés, grassement payés par la bourse Rostand pour s'asseoir, écouter et enregistrer consciencieusement les histoires du brillant historien, celles dont il se souvient encore. Toute la dette écrasante d'Éléonore a été effacée par un seul virement bancaire silencieux, une bagatelle dans la fortune Al Maktoum, mais le fondement de sa nouvelle vie. Sur son propre bureau, une vaste étendue de marbre noir, reposent deux objets. Le premier est un petit morceau de papyrus encadré, un authentique fragment de poésie du Xe siècle qu'elle a libéré de la collection d'un marchand corrompu lors d'une acquisition hostile. C'est un trophée, un symbole de son expertise et du pouvoir qu'elle exerce maintenant pour protéger l'histoire qu'elle aime. L'autre objet se trouve sous une petite cloche en verre de qualité musée. C'est une simple ballerine noire bon marché. La semelle intérieure rembourrée est usée, le talon est raflé. C'est la chaussure qu'elle portait ce jour-là à Genève. C'est son bien le plus précieux. C'est un rappel, dit-elle aux rares visiteurs qui osent demander, d'où elle vient. Mais c'est plus que ça. C'est un avertissement. C'est son ancre à l'humilité, la seule chose qui garde sa vision aiguisée. Cela lui rappelle qu'elle a été autrefois invisible. Cela lui rappelle que le vrai pouvoir n'est pas dans le costume, le titre ou la vue du 80e étage. Cela lui rappelle que les petits caractères les plus dangereux ne sont pas sur la page. Ce sont les gens que l'on est entraîné à ignorer. Le monde est bâti sur des histoires, mais il fonctionne grâce au langage. L'histoire d'Éléonore nous montre que le vrai pouvoir ne se trouve pas toujours dans la salle de conférence. Parfois, il est caché à la vue de tous, détenu par les personnes que nous sommes formés à ignorer. Une seule connaissance, un seul moment de courage, peut tout changer. Il peut démasquer une fraude de 200 millions d'euros et faire tomber un traître. Il prouve que votre compétence unique, la chose que vous savez et que personne d'autre ne sait, est votre super pouvoir.